Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Un livre ça se lit, votre télé préférée et votre émission littéraire préférée également à ivoiretv.net. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour votre plaisir un jeune auteur comme on en rencontre beaucoup ces derniers temps, de par l'émergence de ces nombreuses maisons d'édition qui donnent leur chance à ces jeunes auteurs qui ont envie de prouver. Nous avons donc le plaisir de recevoir l'un d'entre eux, Boris Anselme Takoué, qui est un jeune écrivain qui a sa première production littéraire. Il nous gratifie de l'œuvre L'amour dans la tête, un recueil de nouvelles édité chez les nouvelles éditions Balafon. Boris Anselme Takoué est né en avril 1990 à Gagnoa, dans le centre-ouest ivoirien. Il est titulaire du baccalauréat A2, obtenu au lycée moderne 3 de Gagnoa, et par la suite a suivi une formation de ressources humaines et communication au groupe CEFIA Abidjan Plateau. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Boris Anselme, bonjour. Bonjour. Oui, soyez le bienvenu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, nous vous recevons pour parler de votre œuvre L'amour dans la tête, un recueil de nouvelles. Oui. Alors, pourquoi avoir choisi ce titre? J'ai écrit 12 nouvelles qui habitent ce livre. Et donc, lorsqu'on a fini d'écrire, j'ai proposé ce titre à l'éditeur qui lui aussi a trouvé que c'était un titre qui pouvait faire vite découvrir le livre. Parce que vous savez, dans l'édition, il faut tenir compte de 3 aspects que beaucoup de personnes ne savent pas. Pour moi, d'abord, le premier aspect qu'il faut connaître, c'est le titre du livre. Le titre du livre, c'est très important. Le deuxième, la couverture de l'œuvre. La couverture, enfin, le nom de l'écrivain, le nom de l'auteur. Voilà. Et tout cela doit être suffisamment mis en évidence sur la première de couverture. Tout à fait, pour que le livre soit vite reconnu, vite capté et vite fréquenté. Très bien. Alors donc, vous venez de le dire, votre livre, c'est un recueil de 12 nouvelles. C'est assez généreux, ça. 12 nouvelles dans un seul recueil, c'est assez généreux. Oui, je voulais aller encore au-delà, mais il fallait que je m'arrête pour que le livre soit édité. Donc, c'est ce qui a été le cas. Donc, j'ai donné 12 nouvelles aux lecteurs qui sont d'ailleurs très bien accueillis. Moi, je m'en réjouis. Donc, pour un premier essai, je reçois des messages sympathiques, des messages vraiment touchants. Donc, je me dis, waouh, si je continuais, ça allait encore aller au-delà. Donc, je me réjouis en tout cas de ce que ces nouvelles que j'ai pris du plaisir à écrire sont bien accueillies en tout cas. Très bien. Avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons juste parler de votre avant-propos. Vous avez évoqué un nom d'un auteur bien connu chez nous, Isaïe Biton Coulibaly. Apparemment quelqu'un qui vous a inspiré aussi dans la décision de vous lancer dans l'écriture. Oui, moi je l'ai lu très tôt. Donc, j'ai fréquenté son univers à travers les livres, les histoires qui sont sorties au tréfonds de sa mémoire, qui m'ont beaucoup aidé aussi. Donc, j'ai suivi ses traces, ses parcours. Bon, pas forcément que j'écris comme lui, non. Seulement que il m'a inspiré des thèmes que je mets sur papier aujourd'hui, c'est-à-dire les thèmes de la femme, du pouvoir et de Dieu. Très bien, voilà. Nous allons y revenir. Alors pour retenir cette histoire qui est l'histoire éponyme, L'amour dans la tête, c'est l'histoire d'un jeune prêtre qui la raconte lui-même, cette histoire de sa propre bouche, comment il est devenu prêtre. Tout à fait. Alors est-ce que vous pouvez nous aider à découvrir cette histoire? Il était jeune comme tout autre. Il était apprenant, il a connu beaucoup de pièges de la vie et il est tombé amoureux follement d'une fille qui se prénomme Alvin en classe de seconde. Donc ils ont fait la seconde, la première et la classe de terminale ensemble. Et c'est en terminale que tout va basculer entre les deux. Il lui a donné tout l'amour qu'un homme doit donner à une fille ou à une femme qu'il aime. Et en retour, il espère avoir aussi ce même amour. Donc, la réciprocité de l'amour, ce qui n'a pas été le cas pour ce jeune couple. Et donc, il va se voir trahi en terminale. Sa petite amie va le trahir avec le proviseur de l'établissement, ce qu'il ne va pas accepter. Il décide de quitter la fille. Il décide d'embrasser une autre voie de la vie
celle de la religion. Au départ, étant sur le banc, il était enfant de cœur. Il a côtoyé des prêtres, il a côtoyé des hommes, il a côtoyé en tout cas les hommes du clergé qui lui ont beaucoup conseillé. Et aujourd'hui, après le bac, il s'est orienté au séminaire pour lui aussi servir son créateur. C'est une histoire. Pas que c'est parce qu'il il a eu une déception amoureuse qu'il est rentré au séminaire, non. Mais c'est parce qu'il a eu une histoire. Quand il a perdu son père après sa déception amoureuse, il était déboussolé, il était perdu. Surtout pour ne pas vous interrompre, surtout Oui. que sa mère, quelques mois après le décès du père, Oui. elle allait avec un homme. Tout à fait. Juste après quelques mois Ouais. du décès de son père, elle s'est remariée à quelqu'un d'autre. Et ce monsieur à qui elle s'est remariée, l'enfant ne l'aimait pas. Et ça arrive. Vous voulez dire le jeune homme? Oui, le jeune homme ne l'aimait pas, le monsieur, il ne s'entendait pas jusqu'à ce qu'il parte vivre chez lui-même. Donc, il y a des histoires comme ça dans la vie. Ça a été le cas pour Victor Hugo, qui, après le décès de son père, sa mère s'est remariée aussi à un monsieur qui n'aimait pas aussi. Qui ne supporte pas. Voilà, qui ne supportait Très pas. bien. Maintenant, tel que présenté, ne craignez-vous pas que les gens se disent, attends, que l'histoire des prêtres ou des gens qui font le vœu de célibat, finalement, ça peut être dû à une déception amoureuse, etc. Tel que présenté, vous ne prenez pas le risque de mettre les gens sur cette façon de voir les choses? Ah non, moi, ce n'est pas mon objectif premier. Hein. Mon objectif, c'était de dire d'où il a commencé. Oui. Quelles a été les péripéties et la fin, dans la chute. Donc, pas forcément qu'il a eu une déception, pas que tous les prêtres du monde ou de l'Afrique ont eu une déception amoureuse et ils sont rentrés au séminaire. Non. Par contre, il y a d'autres qui ont eu une déception amoureuse et ils ont décidé de rentrer au séminaire. Ça, il y a les cas pratiques, il y a les cas vraiment... il y a des cas vraiment du vécu, explicables, quoi. Du vécu. Très bien. Mais ce cas-là, ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'une coïncidence. Voilà. Très bien. Alors voilà que lui-même, il raconte son histoire. Comment je suis devenu prêtre. Tout à fait. Et il fait un flashback. Et puis il raconte l'histoire. Et pendant qu'il décrit ses relations avec la jeune fille, Oui. il n'hésite pas à faire parfois, au moins une fois, sinon deux, une description très osée des relations intimes qu'il a eues avec la fille. Pour un prêtre qui est maintenant en train de raconter son passé, Oui. vous ne pensez pas que vous n'aurez dû jamais mettre ces paroles-là dans sa bouche? Non, il le dit, c'est ce qu'il a vécu qu'il dit. Oui, mais maintenant qu'il est prêtre. Oui, mais ça ne change rien. Même les prêtres parlent de l'amour. D'ailleurs, même dans la Bible, il y Mais a... de là à décrire des relations sexuelles de façon très crue, quand même. De façon très crue. Oui. Je ne sais pas, gênant en tout cas. Vous pourriez me lire un paragraphe à la page 92. Je l'embrassais avec fougue. Je tétais ses gros seins comme un enfant. Je caressais intensément ses fesses. Bon, etc. Bon, Vous n'avez pas osé terminer, hein? C'est Non. un peu... Non, pas que j'ai pas osé terminer, mais je voulais m'arrêter là. Bon. Parce que c'est au moins une phrase et demie. Oui. Donc, pour C'est dire... un prêtre qui le dit. Oui, c'est un prêtre qui le dit, c'est un homme. Un prêtre, c'est un homme, ce n'est pas un extraterrestre. Un prêtre, c'est un homme, donc il doit le dire. C'est ce qu'il a vécu, il dit. Donc, il n'a pas à avoir honte de dire, fais ça, fais ça. Voilà. D'accord. On peut vous le concéder. Oui. Maintenant, quel est le public cible? Qui vous visez en écrivant ce livre? Tous ceux qui fréquentent des prêtres, tous les... Mais pas les jeunes en particulier, non? Pas Sous- les jeunes. Oui, les jeunes aussi, parce que c'est une histoire, il faut tirer une leçon. D'accord. Il y a reçu une déception amoureuse, je suis rentré au séminaire. Pourquoi ne pas refaire ma vie de rentrer au séminaire? Donc, il y a un choix. Mais D'accord. lui, c'est Dieu qui l'a appelé. Il parle de Dieu aussi. Il ne parle pas que seulement de l'amour, il parle de Dieu. Voilà, il avait un destin pour servir le Seigneur. Donc, c'est ce qu'il a fait. Très bien. Alors, au-delà de l'histoire de ce prêtre, on voit 4 autres descriptions de scènes de sexe dans l'œuvre en des thèmes aussi crus que ce que le prêtre a fait ou vient de faire là, par votre lecture. Alors finalement, c'est un style, c'est le style de l'auteur que vous êtes, de décrire les scènes de sexe avec autant de réalisme. Oui, sans- mais puisque c'est ce que nous vivons, c'est ce qui nous entoure. Non, il faut parler de ce qui nous entoure. Quand vous regardez les films d'ici et d'ailleurs, les scénaristes ou bien le producteur du film ne manque pas de mettre certaines scènes, de mettre
certains aspects dans le film pour que les téléspectateurs puissent aimer le film. Donc c'est pareil pour un livre. Pour qu'un livre aussi soit aimé, il ne faut pas forcément mettre des pratiques sexuelles dedans, mais il faut faire en sorte que le livre soit aimé. Parce que vous ne connaissez pas ce qui est dans la tête des lecteurs. Donc il faut de plus en plus vous donner des efforts pour faire aimer votre production littéraire. Donc vous n'allez pas me dire que les producteurs de films ne le font pas. C'est évidemment, ils recherchent quelque chose. Oui, c'est vrai. Maintenant, on prend des précautions. On dit moins de 10 ans, moins de 12 ans, Oui. moins de 16 ans, etc. Même dans... Alors, est-ce que vous voulez qu'on dise interdit aux jeunes votre livre? Non, pas du tout. Ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs. D'accord. Voilà. Cela dit, nous allons parler d'autre chose. Votre livre parle aussi de la religion. Oui. La religion, elle est en pole position dans votre ouvrage. Et dans un des récits, je crois que c'est l'énigme. Oui. Voilà, c'est comme si vous invitiez vos lecteurs à s'accepter mutuellement, peu importe la religion que les uns les autres pratiquent. C'est votre objectif? Oui, c'est mon objectif. Dans la religion, on prie tous le même Dieu qui est unique et universel d'ailleurs. Donc, pourquoi pas être chrétien et aimer un musulman? Pourquoi pas être musulman et aimer un bouddhiste, etc. Donc, puisqu'on a un Dieu commun, on a un Dieu suprême qui est celui que nous prions, qui est le même Dieu, mais chacun lui donne un nom différent. Voilà. Donc, voici mon objectif. Voilà. Mais quand on vous lit, on sent que vous êtes un catholique convaincu. Oui, ça, c'est heureusement que vous avez vu ça aussi. Donc, moi, ça me fait plaisir. Vous parlez aussi, vous avez fait un clin d'œil à un pasteur qui serait venu du Ghana, qui était venu dans le pays que vous décrivez, et qui après s'est fait assassiner. Et l'histoire s'arrête là sans qu'on dise pourquoi. Il a été assassiné parce que quand vous lisez l'histoire entière, pour la population de cette ville-là, de ce pays, il était venu les déranger avec ses messages poignants et craquants qu'il est venu transmettre à cette population. Donc les autorités n'étaient pas d'accord, ils ont donc conspiré et ce qui a entraîné sa chute. Ce fut aussi le cas de Socrate dans la région d'Athènes. Socrate est venu apporter un message au peuple athénien qui n'ont pas plu aux autorités, aux mandants de la ville. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait boire la ciguë. Donc ça a été aussi le cas de ce pasteur qui était venu éclairer, qui était venu apporter la bonne nouvelle à cette population qui malheureusement n'a pas été accueillie comme il le fallait. Donc en toute chose, c'est pour dire, même sous notre tropique, ça se voit. Quand vous êtes un politicien éclaireur, quand vous êtes un leader éclaireur, quand vous êtes en tout cas très éclairé dans votre domaine, il y a toujours des pots de banane que les gens vous mettent sur la route pour que vous chutez. Et donc, voilà, ça veut dire que la vie regorge pleine de surprises, bonnes comme mauvaises. Donc, il faut vraiment faire attention à ces faits et gestes quotidiens. C'est pas une façon de dire que certains pasteurs peut-être cherchent parfois à marcher sur les plates-bandes des hommes politiques. Est-ce que les discours ne sortent pas un peu trop du cadre biblique? Non, pas trop du cadre. Bon, certains, la population pense que les discours sortent du cadre biblique, mais par contre d'autres, ce n'est pas le cas. Lui, il y en a, pour ne pas vous interrompre, il y en a qui font carrément de la politique dans les temples. Oui, carrément, ça existe. Mais pour les autres, ce n'est pas le cas. Lui, par exemple, Emeka, le pasteur qui a été assassiné, lui, dans son discours, il n'a pas attaqué, il n'a pas pointé du doigt une personne cible ou des personnes cibles. Il a seulement véhiculé le message qu'il fallait véhiculer. Et puis, lui-même, il ne s'attendait même pas à ce qu'il a lui arrivé. Pour lui, il a dit ce qui était dans son cœur. Et puis bon. Très bien. Voilà. Il y a beaucoup d'instants, vous avez évoqué Socrate. Vous l'avez cité, je pense. Et vous en avez cité bien d'autres, des auteurs. Vous citez beaucoup d'auteurs. C'est sûr que vous avez beaucoup lu. Et votre livre regorge de beaucoup de citations. Oui. Voilà, les Jean-Paul Sartre, les Stendhal, les romans Roland, les Bitton, tiens, pour y revenir, et les Venance Conan, etc. Oui. Oui. Oui, c'est une façon aussi à mes lecteurs, c'est une façon aussi de dire à mes lecteurs, de chercher à lire ces auteurs,
pas seulement eux, mais aussi d'autres auteurs pour découvrir leur univers, parce que ce sont des auteurs que moi j'aime particulièrement, qu'ils écrivent pas mal de livres, et puis aussi, en tout cas, ce ne sont pas des écrivaisiers. Voilà. Quand on vous lit, on sent aussi que votre deuxième objectif, au-delà de conscientiser la jeunesse vis-à-vis de certaines vicissitudes du monde moderne, vous parlez aussi du rapport du roman. Par exemple, à la page 111, vous écrivez « Le rapport que le roman entretient avec la réalité est un thème qui divise les opinions. » Oui. Et etc. Donc, vous parlez du roman, vous parlez de la littérature, vous parlez de la dissertation littéraire, vous présentez même presque une fiche de cours dans votre roman, oui, dans un des récits. Oui, c'est à dessein, parce que le constat est parti des élèves, des étudiants qui ne lisent pas, qui ne s'adonnent pas à la lecture, qui ne font pas du livre leur ami, ce qui est d'ailleurs recommandé. Moi, dans tout ce que je fais, même à la maison, je dis à mes neveux, à mes cousins, à mes frères et sœurs, en tout cas de fréquenter le livre, d'être en contact avec l'information, tout ça. Parce que c'est très important d'être informé, c'est très important de chercher à se cultiver. Au fur et à mesure que nous nourrissons notre corps, il faut aussi nourrir l'esprit. Et la nourriture de l'esprit, c'est rien que l'information. Le livre, l'actualité, en tout cas, il faut bouquiner, il faut chercher à nourrir son esprit. Et c'est en lisant, c'est en découvrant d'autres informations, tout ça qui peut nous aider à marcher sur le droit chemin. Très bien. J'ai fait exprès pour écrire cette petite parenthèse de la dissertation littéraire de mon livre pour donner aussi un goût de cette discipline, de cette matière aux élèves, à nos apprenants qui de plus en plus fuient cette discipline parce qu'ils ne lisent pas. Ils ne savent pas que c'est parce qu'ils ne lisent pas qu'ils fuient cette discipline. Pourtant, s'ils lisaient, ils n'allaient pas fuir la dissertation littéraire. Parce que pour faire un exercice de dissertation littéraire, c'est construit sur les œuvres que nous avons lues. Donc, si tu n'as pas lu un livre, tu ne peux pas faire un exercice de dissertation littéraire. Je suis désolé. Donc, c'est pour aussi donner le goût du livre et de la lecture, mais aussi le goût de la dissertation littéraire et puis bien d'autres sujets. Donc, là-dedans, et tout comment on fait une dissertation littéraire. Ce n'est pas parfait, c'est juste un exemple quelconque. Voilà. Vous avez aussi évoqué, là, ce serait quelque chose qui pourrait peut-être vous attirer la foudre des féministes. Certains clichés ont été lâchés ici et là sur la femme ou la jeune fille. La fille, elle est comme ça, elle est comme ci, bon, etc. Les descriptions, on en a parlé, c'est un peu trop osé. Ne craignez-vous pas que les féministes vous attaquent? Ah non, moi je ne suis qu'un auteur, je ne suis qu'un écrivain qui n'a pas son monde à part. Je suis un écrivain qui vit dans un monde où tous les humains sont. Donc je ne fais que parler de ce que les uns et les autres vivent. Si Paul a fait ça, je dis Paul a fait ça. Si Pierre a fait ceci, je dis Pierre a fait ceci. Donc c'est ce que je vois, que je dis. Dans 75% des cas, c'est les filles qui ont fait des choses négatives dans votre livre. Ben, c'est votre constat. Oui. Moi, ce n'est pas ce que j'ai vu. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, on est en train de tendre vers la fin de notre émission. Nous allons parler de votre style. Vous avez souvent utilisé un narrateur interne. Voilà, avec l'utilisation du pronom personnel « je ». Oui. Pourquoi? Mais parce que pour moi, il a deux manières d'écrire une histoire, d'écrire un récit. Soit vous commencez par la première personne par la première personne de la conjugaison qui est « je », ou soit vous mettez dans la peau soit vous mettez du personnage, ou soit vous prenez le général. Donc moi, c'est ce que j'ai opté pour ces deux choix pour ce livre. Voilà, très bien. J'ai envie de vous demander aussi, est-ce que vous êtes un afro-pessimiste? Parce que quand certains de vos personnages parlent de leurs difficultés, ils décrivent comment ils ont mal à leur pays, comment ils ont mal à l'Afrique, des Africains qui seraient toujours là, la bouche ouverte à attendre de l'extérieur. Non, c'est ce que je disais, pas que c'est moi qui suis assez afro-pessimiste, non, moi je suis très optimiste d'ailleurs, mais c'est le caractère des personnages que j'essaie de mettre en exergue pour les pousser à changer. Puisque quand on lit, on trouve que tel personnage a fait telle erreur pour avoir tel résultat. Tel personnage a fait tel pour avoir tel. Donc c'est en lisant
quand on découvre qu'il ne faut pas faire certaines choses dans la vie. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire comprendre comme message. Très bien. Il y a un récit, le 10e à la page 101, pardon, qui est intitulé Le jeu d'énigmes, Oui. qui a un style de conte. Je ne sais pas si on vous l'a fait remarquer déjà. Non, c'est comme si c'était un conte. C'est la première fois d'ailleurs qu'on me le dit, mais c'est aussi sympa puisque dans un livre on doit trouver un peu de tous les gouffres pour stimuler aussi, je pourrais m'exprimer ainsi, le cerveau. Donc pour satisfaire en tout cas les lecteurs. Si vous avez aimé, je pense que les autres aussi ont aimé, donc c'est un plaisir pour moi en tout cas de vous donner le meilleur, parce que c'est vraiment pour cela que j'ai écrit ce livre. Je me suis donné du temps à écrire ce livre que vous avez entre vos mains. On dit souvent que ce qui caractérise la nouvelle, ce sont les chutes brutales. Vous avez pris beaucoup de plaisir à en construire comme ça, quelques-unes dans votre livre. Est-ce qu'il y en a une particulièrement qui retient votre attention, qui vous marque? Pas vraiment, parce que je n'avais pas pensé. Pour moi, je l'ai écrit de sorte à plaire à ceux qui vont lire le livre. Donc, si vous avez quelques chutes qui vous ont marqué, vous pouvez aussi le dire aux téléspectateurs. La disparition de ce pauvre pasteur, sans qu'on ne sache pourquoi on l'a assassiné, particulièrement a retenu mon attention, et c'est pour cela que j'ai voulu en parler. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voudriez que vos lecteurs ou les potentiels lecteurs retiennent de votre livre, L'amour dans la tête? D'accord. Merci beaucoup pour cette lucane que vous m'avez donnée pour parler de ce livre. Merci à toute l'équipe de ivoiretv.net pour cette opportunité. Moi, je suis un être rationnel qui raisonne et qui ne raisonne pas. C'est ce que je demande aussi aux jeunes comme moi de faire, parce que nous sommes au XXIe siècle, il y a des choses qu'il ne faut plus faire, il y a des choses qu'il faut faire pour notre bonne marche quotidienne. Il faut s'adonner à la lecture, il faut aller à la découverte de beaucoup de choses. Il ne faut pas s'adonner aux choses qui vont nuire notre avenir. Nous sommes l'avenir de l'Afrique, comme on le dit, nos aînés l'ont dit, ils ont commencé un combat, ils n'ont pas terminé. C'est à nous, les jeunes, de terminer ce combat. Nous devons faire ce qu'il y a fait, et puis la nouvelle génération viendra aussi faire ce qu'elle a fait, et puis ainsi de suite. L'amour dans la tête, c'est un recueil de 12 nouvelles que j'ai pris du plaisir à écrire. Ça traite de plusieurs histoires, ça parle de nos histoires, vos histoires, que je vous invite à lire, parce que ce sont des coups de la vie qui vont sûrement vous orienter à soigner votre quotidien. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, comme vous avez pu le noter, nous avons pris beaucoup de plaisir à recevoir ce jeune auteur, Boris Anselme Takoué, pour nous présenter son œuvre L'amour dans la tête, une œuvre dont on ne peut vraiment pas douter qu'il est l'auteur, parce qu'il l'a défendu avec beaucoup de conviction et il vous a donné certainement l'occasion de prendre du plaisir à la lire. Nous vous la recommandons et vous pourrez donc déjà la rechercher dans les bacs des librairies pour vous en délecter. En tout cas, nous allons nous dire au revoir et dans l'espoir de recevoir très prochainement un autre auteur, nous vous demandons de prendre soin de vous et bye. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.